Aujourd'hui, nous abordons le dernier volet de notre voyage à travers l'ésotérisme. C'est la deuxième partie donc des courants de l'ésotérisme moderne. Alors, je vais faire un petit rappel rapide, en rajoutant aussi quelques éléments par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, nous avions vu les débuts de l'ésotérisme moderne. Nous avions vu que c'était une pensée extrêmement influente au cœur de la Renaissance, donc à partir du XVe siècle jusqu'à près au XVIIe. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la notion de philosophia perennis, vous vous rappelez, philosophie pérenne ou éternelle, qu'on appelle aussi parfois la philosophia occulta, occulte, donc interne, un ensemble de textes et d'enseignements censés représenter une chaîne de transmission ininterrompue depuis l'Antiquité. Et ceci a vu le jour avec notamment la redécouverte de ce fameux corpus hermeticum, le corps, ensemble de textes hermétiques attribués à Hermès Trismégiste, mais qui est en fait toute une tradition qui nous vient de loin, peut-être même de l'Égypte ancienne, à travers cette figure emblématique de Thoth, le dieu égyptien de l'écriture, du savoir, de la connaissance, et qui est devenu chez les Grecs le dieu Hermès, chez les Romains Mercure, avec son fameux caducée, qui est un symbole très ancien de coïncidence ou de croisement des opposés autour d'un axe vertical, une ligne verticale unique. Donc nous avions vu ceci, également le développement de ce qu'on appelle la Kabbale chrétienne, notamment avec Pic de la Mirandole. Au XVIe siècle, parce que c'est une date, c'est un siècle important à retenir, le savoir ésotérique prend son autonomie, comme jamais il l'avait pris, par rapport à la religion officielle. Et c'est pourquoi on dit que le XVIe siècle est le point de départ de ce qu'on va appeler communément l'ésotérisme moderne occidental. XVIe siècle. Par exemple, dans l'histoire du christianisme, le XVIe siècle marque une rupture fondamentale, dans la mesure où il y a d'un côté la naissance de la réforme protestante, qui constitue une rupture parce qu'il y a avec le protestantisme une critique forte de la pensée mythique et de la pensée symbolique, et qui évidemment est un élément fondamental de l'ésotérisme. Et de l'autre, il y a la réponse du catholicisme avec la contre-réforme, mise en œuvre notamment au Concile de Trente, qui va élaborer une sorte de catéchisme avec ce qui doit être cru, base du credo et du dogme, et qui va beaucoup s'appuyer sur la scolastique thomiste de saint Thomas d'Aquin, en laissant peu de place, pour ne pas dire plus de place, ni au mystère, ni à l'imaginaire, ni notamment un mystère de la nature, on y reviendra largement, ni à l'expérience. Donc il y a une sorte de cristallisation, certains disent même verrouillage théologique à ce moment-là, qui va donc expulser, qui va marginaliser le savoir ésotérique. Alors, dans le domaine des idées, il va y avoir aussi une évolution à partir du XVIe, XVIIe siècle, même si les premiers penseurs ou philosophes modernes allient encore la science et le sacré, ou
les notions d'imaginaire ou de rêve avec la raison, comme par exemple Descartes, hein, dont il ne faut pas oublier que ce sont des rêves, hein, ces trois rêves qui vont lui dévoiler de manière extrêmement brutale, presque extatique, hein, parler du le fameux poêle, hein, où il s'était réfugié, en fait les fondamentaux de sa méthode, hein, le discours de la méthode est né d'un rêve ou d'une vision, pour dire qu'à son époque, hein, on ne discrédite pas encore complètement cet aspect-là, qui sera plus tard appelé irrationnel ou surnaturel par rapport à ce qui est strictement rationnel et naturel. Mais il n'empêche que l'Occident va s'engager quand même de plus en plus dans une voie rationnelle, voire rationaliste, et va finir par cloisonner, étanchéifier les domaines du sacré et de la raison. Donc l'imaginaire, hein, ce fameux rôle de l'imaginaire, de l'imaginal, de tous ces mondes médiateurs, eh bien, de même que la pensée symbolique, tout cela ne va plus avoir trop de place, et l'Occident va rompre de manière assez catégorique, assez radicale, avec tout ce monde des symboles, des mythes, hérités de l'Antiquité et qui s'étaient quand même largement perpétués au Moyen-Âge. Plus profondément, l'homme occidental va se couper de la nature, qu'il ne va plus considérer comme vivante ou magique ou enchantée, ou source en tout cas de mystère à déchiffrer, mais plutôt un monde d'objets, observables, manipulables, compréhensibles, essentiellement compréhensibles par la seule raison. Donc il n'est plus un habitant du monde, l'être humain n'est plus un habitant du monde, n'est plus un microcosme comme l'entendaient les anciens, mais devient progressivement, comme l'annonce Descartes, il devient un maître, un possesseur de la nature, même si chez Descartes il y a le comme, nous sommes comme, maître et possesseur de la nature, bientôt ce comme va disparaître, et l'homme va vouloir être maître et possesseur de la nature, et il y a une forte accélération de ce que Max Weber va appeler le fameux processus de désenchantement du monde. Max Weber est un sociologue allemand plus tardif, du 19e, 20e, mais il va être à l'origine de cette formule qu'on entend beaucoup aujourd'hui, le désenchantement du monde. C'est-à-dire le monde, la nature n'est plus enchanté, n'est plus source de dévoilement, ou de mystère, ou de lois un peu invisibles à découvrir, à déchiffrer, mais elle se doit d'être compréhensible. Donc on va la réduire à ce qui est rationnellement compréhensible. D'où cette expression de surnaturel qui va apparaître, ce qui est au-delà de cette nature qu'on va essayer de comprendre, de maîtriser, de cadrer. Et c'est ainsi que l'imagination va finir par être appelée, vous savez, cette fameuse formule, la folle du logis, c'est-à-dire un élément de la conscience humaine qui n'est que fantaisie, fantasme, donc qui est irréel. Irréel parce qu'on définit de plus en plus le réel parce que l'on peut comprendre. C'est Montaigne qui a donné l'expression à la folle du logis ? Ah non, c'est pas Montaigne. Non, c'est plus tard. C'est Malebranche, parce qu'après ça a été beaucoup repris. Alors, ça c'est un processus assez général. Alors, en Allemagne, on avait vu, je reprends ce qu'on avait vu la dernière fois, au XVIe et au XVIIe siècle, l'ésotérisme parvient à se développer quand même,
malgré le contexte luthérien, avec le fameux courant donc, de théosophie, vu avec Paracelse, le médecin et alchimiste Paracelse, mais aussi Jacob Böhm et le premier mouvement de la Rose-Croix. Alors, ça c'est pour disons, cette période 15e, 17e. Au 18e, donc le fameux siècle des Lumières, on va avoir quand même toujours de nouveaux développements de l'ésotérisme, malgré la prise du pouvoir de la raison, l'arrachement de l'homme à la nature. Il va y avoir toujours de nouveaux courants ésotériques qui vont se perpétuer, mais comme je vous avais dit, un petit peu à l'ombre des Lumières. Là, on n'est plus au cœur, comme à la Renaissance, mais à l'ombre des Lumières. Et c'est dans cette ombre des Lumières que va se développer le courant illuministe, l'illuminisme, donc essentiellement de 1770 à 1815, le mouvement fondé par Emanuel Swedenborg, et qui va développer ses textes, son enseignement à partir de visions qu'il a eues, et qui va développer une sorte de religiosité affective qui ne part pas forcément simplement de l'analyse des textes, mais d'une grande sensibilité et émotion intérieure. Et il va marquer, Swedenborg, beaucoup de penseurs, y compris des penseurs des Lumières. Nous avions vu aussi la naissance de la maçonnerie spéculative en 1717, par opposition à la maçonnerie opérative des anciens bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge, maçonnerie spéculative avec les fameuses constitutions d'Anderson, qui sont les premiers textes qui vont fonder ce mouvement. Un élément dont je n'avais pas parlé la semaine dernière, mais qui est important, c'est aussi à cette époque, au XVIIIe, le développement d'un certain nombre de disciplines autour de découvertes faites notamment par Franz Anton Mesmer, qu'on va appeler le mesmérisme, qui est toute l'étude du magnétisme. Magnétisme animal, magnétisme métallique, Mesmer qui va, au cours d'expériences scientifiques sur les aimants, va constater qu'on peut magnétiser quelqu'un en le touchant, et il va en tirer la conclusion qu'un fluide invisible habite la nature. C'est quelque chose d'invisible, pas mesurable, visible de manière directe, mais un fluide qui va habiter la nature et qu'on peut manipuler pour déplacer des objets, mais aussi pour guérir. Et les découvertes de Mesmer vont avoir un énorme retentissement auprès de toutes ces personnes qui s'intéressent un peu à ce qui est invisible, impalpable, mystérieux. Et donc, 20 ans avant la Révolution française, les thèses de Mesmer vont remporter un énorme succès. Ce sera aussi le cas pour les expériences de Volta, par exemple, sur l'électricité, puisque c'est à ce moment-là qu'on découvre tous ces phénomènes. Alors, ce ne sont pas des phénomènes ésotériques, mais il est certain que les milieux ésotériques vont beaucoup s'intéresser et être très influencés par toutes ces découvertes. Voilà, petit rappel pour se remettre un peu dans le bain de ce qu'on a vu la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va voir donc l'ésotérisme au XIXe et au XXe. Alors, au XIXe siècle, l'ésotérisme au XIXe siècle va être d'une très grande richesse, et notamment, je commencerai par toute la nébuleuse, tout l'ensemble de penseurs et de textes qu'on appelle le romantisme allemand, et qui va déboucher sur ce qu'on appelle en allemand la Naturphilosophie, c'est-à-dire la philosophie de la nature, et les philosophes de la nature.
Donc ce romantisme allemand, il va se développer à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, et il va créer une formidable ébullition intellectuelle, mais aussi littéraire, artistique. Et c'est le premier, on va dire, grand mouvement collectif, vraiment d'ampleur, justement pour réenchanter le monde, puisqu'il va porter une contestation en règle de la conception matérialiste, mécaniste ou mécaniciste qui va de plus en plus prévaloir dans les sociétés occidentales. Comme dit Novalis, qui est un des représentants, ces philosophes de la nature, la poésie est le réel absolu. La poésie est le réel absolu. Donc évidemment, c'est une critique radicale par rapport à tous ceux qui disent que le réel est ce qui peut se mesurer, se sous-peser, se comprendre. Là, il prend évidemment le contre-pied, c'est-à-dire que plus une chose est poétique, plus elle est réelle, plus elle est vraie. Alors, pour les romantiques, Novalis, alors, les principaux représentants de ce courant romantique sont Schelling, Novalis, justement, Werner, Ritter, et puis un que l'on connaît bien, plus peut-être par sa poésie que par sa philosophie, c'est Goethe, qui fait partie de ce mouvement romantique et qui va aussi faire partie de la mouvance ésotérique, notamment par tous ses travaux sur les plantes et les couleurs. Il va faire des travaux très intéressants. Donc pour les romantiques, l'homme, le cosmos et le divin sont en étroite relation. Et ils constituent une harmonie, c'est-à-dire qu'eux défendent cette idée d'une nature vivante, avec toutes ces correspondances entre l'infiniment petit, l'infiniment grand, correspondances entre différents niveaux de réalité. Et surtout, il y a cette notion très antique de l'harmonie entre l'homme et le cosmos. Relation micro-macrocosme, et que chacun, et ça sera vraiment la quête de l'être humain, c'est que chacun doit parvenir à cette unité, à cette harmonie unifiante, englobante, en expérimentant intérieurement et socialement l'intensité de ces relations entre les différents plans de réalité. Et en ce sens, l'activité ou la sensibilité poétique joue un rôle essentiel, justement, dans ce réenchantement du monde, puisque la poésie nous amène dans justement ce monde de l'imagination créatrice, et de voir les choses autrement. Donc le romantisme va être tout un mouvement qui veut redonner au monde ses charmes, son mystère, son attrait, par rapport à une modernité qu'il considère vraiment trop marchande et devenant de plus en plus marchande. Alors, les romantiques vont réhabiliter, par exemple, les mythes et les contes populaires. C'est la grande époque où les frères Grimm, vous savez, les frères Grimm, qui sont trois, vont parcourir l'Allemagne, notamment la Bavière, pour se faire raconter par les vieilles femmes, les grands-mères, tous ces contes populaires transmis par voie orale, et ils vont les compiler, et c'est grâce à eux qu'on a aujourd'hui la connaissance de ces contes qui sont d'une profondeur, d'un contenu philosophique, initiatique, ésotérique, tout à fait exceptionnel.
Je suis une grande fan des contes de Grimm, donc voilà, je fais une petite parenthèse. J'aime pas Perrault, mais j'adore Grimm. Enfin, j'aime pas Perrault. J'aime moi. Et donc, ces romantiques vont réhabiliter cette idée d'une nature vivante, et notamment avec cette notion très ancienne de l'âme du monde, la fameuse anima mundi, c'est-à-dire tous ces éléments qui vont animer l'univers. L'âme, dans ce principe animateur, ce qui va donner vie à l'univers. Donc ils vont réinventer une science de la nature qui se veut une alternative à la science expérimentale qui se développe et qui repose sur une conception univoque du réel, c'est-à-dire un seul plan de réalité, celui qu'on étudie, celui qu'on peut observer, comprendre et manipuler, et expérimenter. Eux vont redonner cette notion d'une vision feuilletée du monde, avec ses multiples étages et ses correspondances, donc une conception vraiment polymorphe du réel. Ces premiers romantiques, beaucoup vont faire partie de sociétés secrètes ou initiatiques ou ésotériques, et ils vont, et ça c'est aussi un de leurs grands mérites, se tourner vers l'Orient. L'Occident redécouvre qu'il existe des philosophies, qu'il existe des religions, qu'il existe des visions du monde différentes en Orient. Et on commence à découvrir en Europe la profondeur religieuse, mais aussi philosophique, de l'hindouisme, du bouddhisme, du taoïsme, enfin de toutes ces traditions orientales. Et en 1800 même, on a Schlegel qui affirme « C'est en Orient que nous devons chercher le romantisme suprême ». C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fascination qui se crée pour l'Orient, et cette redécouverte de l'Orient répond aussi aux rêves romantiques d'un certain âge d'or, c'est-à-dire d'un lieu ou d'une époque radicalement différent de notre société, de l'époque, et qui a peut-être moins abandonné sa vision ou sa vocation spirituelle. Donc il y a une sorte d'engouement pour toutes ces philosophies qui ne sont pas forcément très bien connues encore, mais qui apportent un souffle, disons, nouveau pour ces représentants du romantisme. Alors, cette philosophie de la nature, la naturphilosophie, donc, s'intègre dans le contexte plus large, plus général du romantisme, et elle est, cette philosophie de la nature, sous sa forme la plus générale, comme le dit Schelling, une tentation ou une tentative d'amener au grand jour ce qui a été le perpétuel refoulé du christianisme, à savoir la nature. C'est-à-dire que les romantiques considèrent que la nature a été expulsée, sortie du credo théologique, et donc il s'agit que c'est une question de survie que de la réintégrer, cette nature enchantée. Et chez plusieurs représentants de la naturphilosophie, ce que je vous ai noté là, il y a vraiment une forme d'expression et une croyance qui l'apparente directement à l'ésotérisme. C'est pour ça que j'en parle, parce que on ne peut pas dire que la naturphilosophie soit l'ésotérisme allemand, puisque ça fait partie d'un contexte plus large, et tous les romantiques ou philosophes de la nature ne sont pas forcément des penseurs ésotériques, mais il y a beaucoup d'éléments de la pensée ésotérique, à la fois chez les romantiques et chez les philosophes de la nature. Alors, il y a divers facteurs qui contribuent à cette éclosion, puisque
évidemment, il n'y a pas de génération spontanée de ce mouvement, il s'explique. Il s'explique d'abord par l'influence du naturalisme français. Des gens comme Buffon ou comme d'Alembert qui vont développer des réflexions sur la vie et sur la vie de la matière, sur la biologie. Et ils vont aussi étudier ce fameux concept d'âme du monde, pour dire que certains scientifiques de l'époque ne sont pas si éloignés encore de ces concepts ésotériques, notamment de celui de l'âme du monde. Il y a aussi un facteur qui joue, c'est l'influence de Spinoza. L'influence du Spinoza, du spinozisme, qui, vous vous rappelez la fameuse expression, Deus sive natura, Dieu soit la nature, c'est-à-dire qui assimile Dieu, le divin, à la nature. Donc évidemment, ça c'est une vision qui plaît et qui correspond bien à la vision des philosophes de la nature. Puisque la nature est donc quelque chose de spirituel, dont on ne peut pas faire l'économie, et que c'est d'un esprit qui est un foyer d'énergie que procède l'ensemble du monde connu. Donc ça, c'est encore un autre facteur, disons, explicatif. Et puis, on a le climat propre à cette époque romantique ou pré-romantique, c'est l'engouement pour tout ce qui concerne, je disais tout à l'heure, le magnétisme, le galvanisme. On a aussi un chercheur italien, Galvani, qui fait beaucoup d'expériences sur l'électricité, qui va donner le terme, galvanisé, et l'électricité. Il y a beaucoup d'expériences, donc j'ai cité Mesmer, Galvani, Volta, qui remettent un petit peu de l'effervescence dans toutes ces recherches sur ces phénomènes un peu étranges, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le magnétisme, l'électricité, c'est des phénomènes mystérieux, et que certains relient donc aux conceptions les plus anciennes de l'ésotérisme. Alors, quelles sont les caractéristiques essentielles de cette philosophie de la nature ? La naturphilosophie. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'éléments, évidemment, qu'on étudie depuis l'ésotérisme antique. D'abord, une conception de la nature comme un élément, un univers à déchiffrer à l'aide des correspondances. C'est-à-dire que là, ils vont reprendre complètement cette idée des correspondances. La nature est un texte à déchiffrer à l'aide des correspondances. Donc elle est pleine d'interprétations ou de visions symboliques, d'implications symboliques. Et elle considère, cette philosophie de la nature, que la science rigoureuse, la science dure, rationnelle, n'est qu'un point de départ. N'est qu'un point de départ vers la saisie de processus plus invisibles. Et ils vont reprendre une notion que Spinoza a expliquée, qui est la différence entre une nature naturante et une nature naturée. Natura, naturans, c'est des grands mots, mais ça veut simplement dire que la nature naturée, qui est celle que l'on voit, est l'expression de lois ou de principes, de mécanismes qui, eux, ne se voient pas, qui font partie de cette nature naturante, qui va donner sa forme en fait à la nature, cette loi de la nature, et qu'il s'agit d'investiguer. Donc pour eux, la science ne s'intéresse trop exclusivement à la nature naturée, à ce qui est visible, mesurable, mais pas assez à la nature naturante, c'est-à-dire aux grands principes, aux grandes lois qui font que la nature est comme elle est, en tout cas visible comme elle est. Donc là, c'est toute une conception extrêmement antique en fait de la nature,
qui va ressurgir au XIXe grâce à ces penseurs et philosophes ésotéristes allemands. Il y a un deuxième élément qui est très intéressant, et là qui est vraiment évidemment spécifique de cette époque, c'est que ces philosophes de la nature vont avoir un grand goût du concret et la pluralité de l'univers. C'est-à-dire, ce sont des gens d'expérimentation, ce qui n'était pas forcément le cas autrefois. C'est-à-dire que ces philosophes de la nature sont tous plus ou moins des spécialistes du vivant. Ce sont des chimistes, ce sont des physiciens, des géologues, des ingénieurs, des médecins aussi. Et donc ils ont un ancrage dans l'expérimentation concrète. Ce n'est pas du tout qu'ils la rejettent. Mais là aussi, c'est une manière, c'est un point de départ pour une vision plus profonde, une vision peut-être un peu plus alchimique. Et donc ils s'efforcent d'embrasser un monde polymorphe, complexe, fait de différents degrés de réalité, et ils s'opposent à une vision cloisonnée de la nature. Ils voient la nature ou l'univers comme un tout animé de polarité dynamique. Donc, on ne cloisonne pas, on ne découpe pas, donc c'est évidemment à l'opposé de la méthode cartésienne, qui est au contraire celle du découpage. On découpe le complexe en autant de petites unités simples que l'on peut comprendre. Eux sont contre le cloisonnement, le découpage, toujours appréhender le réel comme une unité polymorphe. Donc avec ces niveaux de réalité différents et ces correspondances. Troisième grande caractéristique, c'est l'identité de l'esprit et de la nature. C'est-à-dire, la nature est spirituelle. La nature est de l'esprit qui s'exprime, et ils sont considérés, esprit et nature, comme les deux germes d'une racine commune. Donc tout élément de la nature est une parcelle de l'esprit. Rien, aucun élément dans la nature est privé de cette goutte, de ce germe de spiritualité. Alors, certes, tous les philosophes de la nature, tous les romantiques, ne sont pas pour autant des ésotéristes. Ils ne peuvent pas être qualifiés forcément d'ésotéristes. Schelling, qui est peut-être le plus célèbre représentant de ce mouvement, l'est partiellement, puisque pour qu'il y ait vraiment pensée ésotérique, il ne faut pas simplement qu'il y ait ces visions que je viens de vous donner, mais surtout qu'il faut la vision d'un continuum, vraiment d'un continuum entre les différents plans de réalité, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et ce continuum, il n'est pas forcément explicité chez tous les auteurs. Ce continuum qu'on a trouvé dans la plupart des courants ésotériques qu'on a étudiés. Pour terminer cet aspect-là de philosophie de la nature, il y a un théosophe, l'allemand Franz von Baader, donc c'est indiqué au tableau, Franz von Baader, qui va, lui, dominer ce qu'on appelle l'ésotérisme romantique, et celui du tout le XIXe siècle. Il va être un des grands herméneutes des écrits de Böhm, de Jacob Böhm. C'est pour ça qu'il s'inscrit dans cette lignée de la théosophie allemande, et en même temps grand ésotériste allemand, Franz von Baader. Goethe va aussi se rattacher donc à ce courant par ses travaux scientifiques sur la métamorphose des plantes et des couleurs. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les travaux de Goethe sont tout à fait remis à l'ordre du jour, réétudiés, puisque par rapport à aujourd'hui un certain nombre de recherches ou d'expériences sur la biologie, et notamment l'évolution des plantes, eh bien les travaux de Goethe font référence. Oui,
dans une vision, les communications entre les plantes, dans cette vision un peu holistique et globale qui se développe aujourd'hui. Alors, un autre apport majeur de la naturphilosophie à la science du 19e, c'est la découverte de l'inconscient. Et avant Freud. Eh oui. Ah, c'est avant Freud. Il n'a pas tout trouvé, il y a des gens qui ont préparé le terrain. Il a formalisé, mais il faut connaître les noms de Schubert, qui n'est pas le musicien, qui n'est pas Franz, et Carl Gustav Carus. Bon, il avait le même prénom que Jung, mais Carl Gustav Carus, qui vont commencer à donc parler de l'inconscient. Donc la découverte de l'inconscient, ou la redécouverte de l'inconscient se fait à ce moment-là. Et c'est donc dans ce romantisme, cette philosophie de la nature, que la psychanalyse va plonger ses racines. Donc bien sûr avec Freud puis Jung. C'est dans ce climat aussi, bon ça ce sont des exemples, hein, que va naître l'homéopathie moderne, avec Friedrich Hahnemann, qui est donc... Vous voyez, ces dates, c'est 1775-1843, donc on est à cheval sur le 18 et 19e, donc les débuts de l'homéopathie, qui est toute une discipline qui s'intègre parfaitement dans cette vision du monde. Hahnemann, Friedrich Hahnemann, Hahnemann, H-A-H-N-E-M-A-2-N, Hahnemann. Bon. Voilà donc ce qui va dominer dans une grande partie de l'Europe l'ésotérisme du 19e. C'est donc le romantisme et la philosophie, les philosophes de la nature. Attends. C'est plus tard. Là on est au 19e. Enfin, pas la fin du 19e. Alors, au 19e, que se passe-t-il aussi? Le développement d'un certain nombre de courants francs-maçons. Alors, pour ça, il faut revenir un petit peu en arrière. Je vous explique 2-3 éléments que je ne vous avais pas expliqués la semaine dernière. C'est qu'au XVIIIe, en 1736 et 1737, paraissent 2 versions d'une allocution de bienvenue en fait, en loge, pour de nouveaux membres qui rentrent dans la loge maçonnique. Et cette allocution est une œuvre d'un certain André-Michel de Ramsay, qui est donc grand orateur de la maçonnerie de l'époque. Et cette allocution, sous ces 2 versions, va devenir la charte, une des chartes en tout cas, de la franc-maçonnerie. Et cet André-Michel de Ramsay, c'est un écrivain écossais, reconnu, qui s'est converti au catholicisme, et il va devenir le fondateur de ce qu'on va appeler à partir de lui l'écossisme, ou le rite écossais. Le rite écossais, qui est une des catégories des rites maçonniques, qui va comporter les hauts grades, puisque on dit parfois que le côté ésotérique se trouve surtout dans les hauts grades de la maçonnerie, et donc avec ce André-Michel de Ramsay, eh bien, il y a ce rite écossais qui perdure jusqu'à nos jours. Donc ça c'est très important, parce que si les constitutions d'Anderson ne comportaient que des traces de ce qu'on pourrait appeler un ésotérisme maçonnique, le discours de Ramsay révèle une autre manière de voir le monde. Incontestablement, c'est pour ça qu'on parle d'une charte de la franc-maçonnerie, puisque il va reprendre des thèmes déjà évoqués dans les constitutions d'Anderson, comme l'entraide, l'importance de l'entraide, de la fraternité, le rôle des vertus morales, l'importance de l'éthique. Mais ce qui est nouveau chez Ramsay, c'est qu'il va rattacher pour la première fois la franc-maçonnerie aux ordres religieux de chevalerie, notamment liés aux croisades. Donc, notamment, il y a un lien avec les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem,
qui vont être connus plus tard sous le nom des Hospitaliers, l'ordre des Hospitaliers, et plus tard les Chevaliers de Malte. Donc là, il va y avoir un ancrage, si vous voulez, autant les constitutions d'Anderson, quelque part, ancraient la maçonnerie avec la maçonnerie opérative du Moyen-Âge et des bâtisseurs et des compagnons, autant là, il y a un ancrage plus religieux, avec les ordres de chevalerie liés aux croisades, donc du Moyen-Âge. Ces mouvements maçonniques vont être grandement décimés lors de la Révolution française, et de manière très schématique, générale, on peut dire que les mouvements maçonniques vont connaître presque un siècle de mise en sommeil. C'est pas qu'ils n'existent plus, mais ils vont être très combattus et donc vont plus connaître cette ébullition du début du XVIIIe. Pour ce qui concerne les mouvements rosicruciens, puisqu'on avait parlé la dernière fois de Rose-Croix, il va y avoir un oubli relatif pendant la seconde moitié du XVIIe, et par contre un nouveau développement qui va apparaître au XVIIIe. Et c'est un peu parallèle à l'essor de la franc-maçonnerie. Différents mouvements et groupements rosicruciens se constituent. Alors les plus importants de ces groupements sont les différents groupes dénommés Rose-Croix d'Or, qui vont apparaître en 1710, et celui de la Rose-Croix d'Or d'Ancien Système, puisqu'il va y avoir des embranchements, des scissions qui vont se faire. Et cette Rose-Croix d'Or d'Ancien Système va apparaître en 1777. Donc là aussi, très peu avant la Révolution. Ils vont connaître un assez grand développement. Alors, cet ésotérisme du 19e et surtout du milieu du 19e, bien sûr, va hériter de tous les ésotérismes antérieurs, mais il va se démarquer assez fortement de ses prédécesseurs, justement par le fait d'épouser l'idée de progrès. On avait vu la semaine dernière que la fondation de la première Rose-Croix était vraiment significatif par rapport au fait de s'intégrer dans ce processus de progrès, c'est-à-dire que on participe, en étant membre de ce mouvement, au progrès de l'humanité, par rapport à un état de l'humanité qui est jugé préoccupant. Et donc, il y a cette idée de progrès qui est vraiment spécifique de cet ésotérisme moderne, évidemment. Et surtout, cet ésotérisme du 19e veut réconcilier la religion et la science dans une sorte de savoir unique. Donc là, il y a vraiment un rôle évidemment très important de l'environnement et de tout le développement de la science qui fait que l'ésotérisme du 19e ne tourne pas le dos à la science, mais il va intégrer certains éléments découverts par la science. Alors, même si les deux courants qui suivent, je les considère personnellement plutôt tangentiels à l'ésotérisme, je suis obligée de les citer et de les expliquer. C'est l'occultisme et le spiritisme, parce qu'ils vont avoir une telle influence et un tel retentissement dans ce 19e qu'il va y avoir évidemment une influence sur les courants ésotériques. Puisque il va y avoir une sorte d'engouement pour ces deux grands courants, que sont donc l'occultisme et le spiritisme. Alors, l'occultisme. Après, c'est vrai que ces mots sont parfois employés dans différents domaines, mais il faut vraiment savoir que ce sont des courants, avec des fondateurs, des textes, des choses tout à fait précises. L'occultisme, alors le terme apparaît vers 1840. Bon, il vient du latin occultus, qui veut dire caché. Et l'occultisme va désigner toutes les connaissances
mais surtout les pratiques plus ou moins secrètes, plus ou moins mystérieuses, qui vont être de ce fait rassemblées sous une seule et même appellation d'occultisme. C'est-à-dire que l'occultisme va s'intéresser surtout aux phénomènes et aux pratiques de la magie et de l'alchimie. Alors, ce n'est pas qu'il n'y a pas de texte fondateur, mais ce qui va surtout intéresser les occultistes, c'est les expériences, les pratiques, et tout ce qui est phénomène. Et on peut s'intéresser aux noumens, si vous voulez, mais vraiment aux phénomènes concrets. Donc ça va de la fabrication de talismans à la conjuration d'entités maléfiques, ou de se faire ami d'entités bénéfiques, d'étudier justement toutes les forces inconscientes, toutes les forces qui nous échappent, les forces secrètes. Et évidemment, ils vont beaucoup s'intéresser là aussi au magnétisme, à toute recherche sur l'électricité. Alors, le père de l'occultisme s'appelle Eliphas Lévi. Eliphas Lévi, qui est né en 1810, qui meurt en 1875, et Eliphas Lévi, c'est un pseudonyme, puisque son vrai nom est Alphonse Louis Constant. Ça n'a rien à voir. Alphonse Louis Constant, donc il a préféré prendre un pseudonyme, Eliphas Lévi, et son ouvrage essentiel, qui va être un ouvrage lu vraiment avec beaucoup d'engouement par beaucoup de monde à l'époque, s'appelle « Dogmes et rituels de la haute magie ». Dogmes et rituels de la haute magie, et Eliphas Lévi va en fait tenter de faire une synthèse, rien moins que cela, une synthèse de diverses traditions ésotériques, et notamment la Kabbale, mais aussi le tarot, qui est à l'époque commence à être connu et fait aussi l'objet d'un immense tarot de Marseille, bien entendu, mais qui tire aussi son origine de sciences du tarot beaucoup plus anciennes, notamment de l'Égypte. Puisque l'Égypte, il y a un tarot égyptien qui est reconnu à ce moment-là. Donc Eliphas Lévi, alors Eliphas Lévi, vous allez le trouver évidemment dans ce fameux ouvrage, et vous avez un extrait de Dogmes et rituels de la haute magie, où il va parler bien entendu de toutes ces entités peu connues, et il va particulièrement développer celui qu'il appelle Lucifer. C'est à partir de lui notamment que Lucifer, l'ange déchu, va apparaître comme l'intelligence tombée dans les abîmes. C'est-à-dire peut-être le plus intelligent, plus extraordinaire de ces entités angéliques, mais victime de cette attraction vers le monde terrestre. Donc Eliphas Lévi va avoir un très grand retentissement, et son principal héritier va s'appeler Papus, qui est, vous le devinez aussi, également un surnom, puisque Papus est le surnom de celui qui s'appelle Gérard d'Ancos, qui va succéder donc à Eliphas Lévi et va devenir le chef de file de ce courant occultiste. Alors, pour dire quand même que ces gens vont être extrêmement influents, très courtisés, notamment par les grands de ce monde,
enfin de ce monde de l'époque, puisque Pappus va précéder Raspoutine comme conseiller occulte du tsar Nicolas II. Il faut dire que les princes et les gouvernants de l'époque s'entourent assez volontiers de représentants de ce courant occultiste. Alors, l'occultisme, je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est quand même pour le 19e un phénomène incontournable, va se caractériser par le goût du phénomène et de la démonstration, l'attrait du pittoresque, du fantastique. Donc là, on va rentrer effectivement dans des éléments parfois peu rigoureux, plutôt fantasmagoriques, mais où le propos des occultistes est de vouloir à tout prix réenchanter le monde, c'est-à-dire faire voir le monde d'une autre manière que par la manière scientifique ou scientiste, matérialiste et rationnelle, et donc ils vont évidemment exagérer sur tous ces phénomènes invisibles et sur lesquels, à la limite, on peut raconter un peu tout et n'importe quoi, sans forcément beaucoup de rigueur. Mais, bon, là c'est ce que ça va devenir, mais il est vrai que Eliphas Lévi, le fondateur, a voulu vraiment, dans son ouvrage, faire vraiment une synthèse de nombreuses traditions ésotériques, la Kabbale, l'alchimie, le tarot, la magie, enfin, ils ont expliqué un petit peu tout ça. Alors, le spiritisme est aussi un courant qui va connaître un développement immense au 19e, et avec son fondateur, Allan Kardec. Allan Kardec, qui est lui aussi un pseudonyme, puisqu'à un moment donné, on a expliqué à ce monsieur qui s'appelle en fait Hippolyte Rivail, qu'il est une réincarnation d'un ancien druide, celte évidemment, du nom d'Allan Kardec. Et donc à partir de ce moment-là, il va prendre ce nom d'Allan Kardec, sous lequel il va être connu. Alors lui, Allan Kardec, vous voyez, il est vraiment contemporain d'Eliphas Lévi, 1804-1869, et il va devenir célèbre à partir de 1857, lorsqu'il va écrire Le monde des esprits, puisque le spiritisme, c'est le courant qui va s'intéresser à la réalité des esprits et surtout aux relations que les humains peuvent avoir avec les esprits des vivants ou les esprits des morts. Donc ils vont mettre l'accent sur les relations médiumniques, c'est ce qu'on va appeler beaucoup plus tard les fameux channels ou channeling, qui va apparaître dans les années 60 avec le New Age, c'est-à-dire tous ces personnes qui ont une sensibilité ou un don particulier pour entrer en communion, en communication avec les esprits, soit de défunts, soit des esprits de la nature, et ça va donner cette fameuse mode qui va toucher des millions de personnes à l'époque, des tables tournantes. Voilà, donc même Lucienne a fait tourner les tables, c'est vous dire comme quoi certains êtres très rationnels ont pu être fascinés et attirés par ce courant. Alors, au-delà du phénomène, ça a marché ? Bien sûr. Alors je mets ma main au feu, personne ne veut me croire. Si. Ici, tu as un public. Il faut avoir du magnétisme. Il faut avoir du magnétisme. Voilà. Et on avait un copain à l'époque qui, lui, était. Voilà, il en avait. Canal. Voilà. Alors, la petite table ronde, elle partait. Mais je l'assure. Bon, la petite table partait. C'était des tables rondes. Alors, venant de Lucienne, je vous assure, qui est une personne très rationnelle, bon. Alors, au-delà du phénomène des tables tournantes, en fait, Allan Kardec
rêve d'une religion universelle. Il rêve d'une religion universelle qui réunisse tous les peuples et puisse succéder au christianisme. Et lui aussi, oui. Et donc, sa curiosité va le pousser vers le magnétisme, donc vers toutes les études et les expériences de Mesmer, et le rôle des médiums, donc de toutes ces personnages, ces personnes qui sont des sortes de canaux. Et en 1861, donc peu de temps après sa parution, le monde des esprits est brûlé en autodafé par l'évêque de Barcelone, puisqu'évidemment l'Église, comme pour l'occultisme, voit le spiritisme d'un très mauvais œil, et ce qui va, mais à contrario, favoriser et faire que le spiritisme va attirer de plus en plus de monde. Et Allan Kardec va mourir en pleine gloire, et les traductions de son livre se multiplient dans toutes les langues. Enfin, il y a vraiment un phénomène d'engouement, fascination, qui est quand même intéressant à étudier et à observer, parce que c'est totalement irrationnel, et ça prouve probablement qu'il y avait quand même quelque chose qui manquait dans cette vision de l'époque, dans ce souci, ce souhait de réenchanter le monde. Alors c'est Allan Kardec qui va aussi introduire en Occident l'idée orientale de la réincarnation. Il va faire connaître cette idée, cette notion de réincarnation, et il va l'associer à l'idée moderne de progrès. C'est pour ça que parler de ces courants ésotériques du 19e qui collent à l'idée de progrès, Allan Kardec en est un exemple, c'est-à-dire avec cette idée que les âmes se réincarnent dans les corps, mais selon une loi universelle d'évolution de l'ensemble de la création, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une réincarnation à l'identique, mais que chaque fois il y a un progrès, une ligne ascendante qui fait que par ces réincarnations, les âmes sont des actrices de l'évolution de l'univers aussi, et qu'il y a cette relation âme individuelle, âme cosmique, cette fameuse anima mundi, et que, rappelez, la semaine dernière on avait beaucoup parlé de rédemption aussi de l'univers, et bien ce processus de réincarnation fait partie de cette idée d'un univers qui est lumineux ou parfait à l'origine, puis qui va plonger dans la matière et qui va devoir revenir à cette perfection, cette lumière originelle, et notamment grâce à la prise de conscience des humains, qui par ce jeu d'incarnations successives sont de plus en plus conscients. Il s'agit d'une évolution de conscience et pas simplement d'une évolution biologique ou matérielle. Donc, voilà, pour quelques éléments de Kardec, du spiritisme. Et le spiritisme va s'imposer dans la seconde partie du XIXe siècle, vraiment comme un courant dominant. Il va compter des millions d'adhérents et des millions de sympathisants dans toutes les sphères de la société, et on connaît les expériences de Victor Hugo, de Claude Debussy, de Verlaine, d'Oscar Wilde, de Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Tous ces gens dans les mondes littéraires, artistiques, eh bien, se réunissent pour faire tourner les tables et faire parler les esprits. Alors, donc ça c'est pour... Voilà, on a fait un peu le tour des éléments du 19e. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe fin 19e et 20e. 20e et 21e, avec
donc d'autres courants qui vont se créer, notamment le courant créé par Helena Blavatsky, la Société théosophique, et l'influence d'un autre grand ésotériste qui est René Guénon. En même temps que quelques éléments de l'activité maçonnique et rosicrucienne. Les illuminés de Bavière, ils sont de ils se rattachent à qui? À l'illuminisme de Swedenborg. Ah bon, les illuminés de Bavière? D'accord. C'était Monsieur Guénon. Alors, peut-être on va faire la pause maintenant. Alors, comme on n'a pas de table, on ne va pas les faire tourner. Sauf au fond, là, vous pouvez essayer. Là, il y en a une. Alors, deuxième grande partie. L'ésotérisme de la fin du 19e et au 20e siècle. C'est un programme chargé. Donc, à la fin du 19e, peut dire que l'activité maçonnique connaît une forte résurgence, un fort nouveau développement, notamment au moment de l'instauration de la Troisième République, en 1870. Et c'est là où il va se passer un certain nombre de choses. Pourtant, bon, là, je passe évidemment très, très vite parce que le programme est chargé et dense, mais à cette époque en France, l'Église catholique, qui est alors majoritaire, condamne vigoureusement à la fois la franc-maçonnerie et les institutions républicaines de la France, et donc c'est à ce moment-là qu'une des grandes obédiences maçonniques, le Grand Orient, commence en 1877 à renoncer à l'obligation pour ses membres de croire en Dieu et en l'immortalité de l'âme. Vous voyez, c'est assez récent, 1877, au moins pour cette obédience, il n'y a plus cette obligation, en tout cas c'est facultatif, de croire en Dieu et en l'immortalité de l'âme, qui était donc une expression jusqu'alors inscrite dans la charte. Et 10 ans plus tard, le Grand Orient va rendre facultative la référence au grand architecte de l'univers, qui est là aussi une référence essentielle. On l'avait vu par rapport au mythe aussi du temple de Jérusalem, de Salomon. Donc, la référence au grand architecte de l'univers dans les rituels est abandonnée, au moins dans cette obédience du Grand Orient de France, et pas, par contre, pas dans d'autres loges maçonniques qui continuent à garder cette référence au grand architecte. D'où, évidemment, un certain nombre de visions différentes qui se développent dans les différentes loges maçonniques. Au XXe siècle, chez les Rosicruciens, il faut noter la création de la Morque en 1915 et qui va connaître la Morque, A-M-O-R-C, qui est une des obédiences donc rosicruciennes, qui va connaître un développement aussi très très important avec des millions d'adhérents. C'est un petit peu comparable à ce qu'on va voir avec la Société théosophique, un développement vraiment très, très important. Donc on va parler d'un courant ou d'une association vraiment de masse, enfin c'est entre guillemets, disons plus réservé, plus du tout réservé à un petit nombre d'initiés, une élite, mais vraiment un mouvement populaire. La Rose Croix d'Or, elle est créée en 1924 aux Pays-Bas, va connaître un moindre développement. Et puis, on a, je vous les cite parce que vous connaissez peut-être, l'École internationale de la Rose Croix d'Or, la RCO, qui est fondée en 1945, aussi aux Pays-Bas.
qui s'appelle sous un autre nom de Lectorium Rosicrucianum, hein, c'est-à-dire le lieu d'enseignement de la Rose-Croix, et qui se définit comme une fraternité initiatique d'inspiration gnostique et chrétienne. Voilà. Donc l'école internationale de la Rose-Croix d'Or, donc, dont le siège est aux Pays-Bas, et toujours d'ailleurs, fraternité initiatique d'inspiration gnostique et chrétienne. Bon, voilà, c'est très rapide pour indiquer quelques points de repère dans le développement de ces mouvements maçonniques et rosicruciens qui évidemment continuent aujourd'hui d'être très actifs, avec de multiples obédiences, de multiples scissions aussi, hein, qui se sont opérées au cours de l'histoire. Alors, je voudrais vous expliquer maintenant deux autres grands mouvements qui a eu aussi un immense succès à l'époque. C'est la Société théosophique, donc fondée par Helena Blavatsky, dont les dates c'est 1831-1891, qui va être fondée en 1875, Société théosophique en 1875 à New York, et qui va connaître un immense développement très rapide, là aussi des dizaines, des centaines de milliers d'adhérents. Et cette société théosophique va jouer un rôle important en Inde, notamment au moment de l'indépendance de l'Inde, hein, avec Gandhi. Alors, Helena Blavatsky va apporter à l'Occident la connaissance d'un certain nombre de textes ou enseignements d'Orient, qui n'étaient pas trop connus jusqu'alors, comme les livres de Dzyan, D-Z-Y-A-N, les stances du livre de Dzyan, qui sont un enseignement bouddhiste tibétain sur l'évolution de l'univers et l'évolution de l'homme, et aussi un autre petit texte qui s'appelle La Voix du silence, qui est un texte là aussi qui se réfère qui fait partie du bouddhisme tibétain et qui est un petit livre à destination des aspirants à la sagesse. Alors, les principales œuvres de Blavatsky sont Isis dévoilée, qui est beaucoup fait parler quand elle a été publiée, et La doctrine secrète. Donc elle fonde en 1975 à New York la Société théosophique, qui va avoir un très grand retentissement, là aussi populaire. Je disais, c'est avec la Morque les deux grands mouvements vraiment populaires avec des millions d'adhérents, et qui va, notamment pour la Société théosophique, avoir un très grand impact dans le monde artistique. Alors, l'introduction de la doctrine secrète va expliquer les trois propositions fondamentales, qui sont les trois propositions fondamentales qu'on trouve dans la doctrine secrète, mais aussi du mouvement. C'est un texte que vous avez aussi hein, dans ce petit livre hors série du Point. Ces trois propositions sont les suivantes. Donc, vous allez voir qu'on est en phase avec ce qu'on étudie hein, depuis plusieurs semaines sur l'ésotérisme. D'abord, l'existence d'un principe omniprésent, éternel, illimité et immuable, qui échappe à toute spéculation. C'est ce que Blavatsky appelle le un absolu, le un absolu métaphysique, traduit en français par la notion d'être-té. Être, E-T-R-E, hein, avec un accent, avec une majuscule à être, être-T, T-E, pour traduire le mot anglais de beingness, le fait d'être, parce qu'elle écrivait en anglais, être-T, c'est-à-dire le fait d'être, ce qui pose ce principe d'unité, de un,
tel qu'on le trouve chez les platoniciens ou les néoplatoniciens, inaccessible, dont on ne peut rien dire, mais duquel dérive toute chose. Ça, c'est la grande contradiction de ce principe d'être-té, qu'il est transcendant, mais il est quand même à l'origine de tout le monde manifesté. Et il va s'exprimer dans une sphère métaphysique, par ces deux qualités, on va dire, d'espace et de mouvement. Donc ça, c'est déjà posé, l'existence de ce principe, donc de ce Dieu, de ce divin, qui n'est absolument pas anthropomorphe ni personnel. C'est une divinité, donc il y a le principe divin, mais qui n'est pas à forme humaine, qui n'est pas personnel dans le sens que on ne lui donne pas des offrandes, on ne va pas discuter avec lui de manière simple. Il est un principe métaphysique, un principe divin métaphysique. Deuxième grand principe, elle explique, il existe un nombre incommensurable d'univers. Donc là-dessus, elle reprend par exemple la théorie de Giordano Bruno sur l'infinité d'univers infini. Donc le monde n'est pas fini. Un nombre incommensurable d'univers qui sans cesse se manifestent et disparaissent. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'une loi de périodicité, de flux et de reflux, et que l'univers est soumis à ces périodes à la fois de manifestation et puis ensuite de rétractation dans une sorte d'état de potentiel ou de sommeil qui, à un moment donné, va se terminer pour donner naissance à une nouvelle période de manifestation. Donc une vision cyclique, disons, pour dire les choses simplement, une vision cyclique de période de manifestation et de sommeil de l'univers. Une loi d'alternance universelle, cette loi de périodicité ou de flux et de reflux est une des grandes lois de l'univers dans la vision de Blavatsky et de la société théosophique. Troisième élément, les âmes individuelles qui sont émanées de la racine divine sont vouées à y retourner au cours d'un pèlerinage formateur effectué en de multiples incarnations. Donc là, elle reprend cette notion très courante en Orient, autant dans l'hindouisme que dans le bouddhisme, de cycle du samsara, un cycle de réincarnation, mais dans une perspective de progrès. C'est-à-dire que ces multiples incarnations ont pour objectif la progression, l'ascension spirituelle des êtres, pour réintégrer un jour l'unité primordiale. Et c'est la notion de karma, de loi d'action-réaction, ou de cause à effet, qui explique ce cycle d'incarnation successive. Alors, ce qui est intéressant dans la vision de Blavatsky, c'est que, bien sûr, elle est très influencée par les traditions de l'Orient, par l'hindouisme, par le bouddhisme, et notamment le bouddhisme tibétain, la voie du diamant. Mais elle va donc élargir en fait la notion de philosophia perennis, qu'on avait vu à la Renaissance, mais qui était essentiellement les traditions de l'univers méditerranéen, si je puis dire. Là, elle va élargir cette notion de philosophia perennis à l'univers tout entier, en intégrant évidemment les traditions de l'Orient. Mais il y a cette notion de philosophia perennis qui est très forte dans ses écrits. Alors, à sa mort en 1891, il va y avoir des personnes qui vont lui succéder à la tête de la Société théosophique, Annie Besant, qui est assez connue, puis Alice Bailey, qui présideront ce mouvement, qui connaîtra lui aussi des scissions, et une des scissions va être le fait de Rudolf Steiner, qui créera en 1913 une branche donc différente, qu'il va appeler l'anthroposophie, la société anthroposophique, par réaction à, pour Rudolf Steiner, une trop grande présence justement des traditions de l'Orient. La société théosophique, lui, il a voulu réhabiliter ou revaloriser notamment la tradition chrétienne en 1913.
Et cette société anthroposophique va connaître aussi de grands développements, pas tellement forcément en France, mais en Suisse, en Allemagne, avec tout le réseau des écoles Steiner-Waldorf, qui mettent en place une pédagogie très particulière, axée sur l'art notamment, la musique, la danse. Ils vont développer ce qu'on appelle l'eurythmie, c'est-à-dire l'harmonie, le bon rythme, c'est bon, eurythmie, c'est-à-dire une discipline faite à partir de danse et de musique. Et ils vont être aussi à l'origine de ce qu'on appelle l'agriculture biodynamique, c'est-à-dire l'étude d'un certain nombre de règles dans l'agriculture pour profiter justement de l'agriculture biologique, bien entendu, mais aussi tous ces liens et ces correspondances avec l'univers. Donc en tenant compte des rythmes de la nature, pour ne pas semer à n'importe quel moment, pour ne pas récolter à n'importe quel moment, enfin vraiment une agriculture ancrée dans les rythmes cosmiques. Ce qu'on appelle aujourd'hui, et ça existe encore aujourd'hui, l'agriculture biodynamique. La biodynamie, très, très intéressant. Et le cible avec Déméter. Comment ? Déméter avec le cible, des produits. Oui, alors il y a des produits, Gaïa, Déméter, effectivement, qui font référence à la déesse grecque de la nature. Annie Besant. Annie Besant. Alors, autre grand personnage de ce 19e, 20e, c'est René Guénon, qui lui va mettre l'accent sur l'existence d'une tradition primordiale. C'est ce qui est associé à Guénon et au guénonisme, parce que lui ne va pas créer forcément une institution, mais ça va devenir le guénonisme avec ceux qui vont le suivre, c'est la notion de tradition primordiale. Vous vous rappelez que c'est un des critères de l'ésotérisme, la concordance, donc de faire, pas simplement converger, mais venir toutes les traditions d'une tradition primordiale. Donc lui, il est d'origine catholique, il va s'établir en Égypte en 1930 et il va être très proche des milieux soufis. Alors, René Guénon, il est très prolifique, il va écrire beaucoup d'ouvrages, le symbolisme de la croix, la crise du monde moderne, aperçu sur l'initiation. Il va créer une revue aussi qui s'appelle L'étude traditionnelle. Et les mouvements guénoniens existent toujours. Et Guénon va expliquer que les Occidentaux ont, depuis la Renaissance, oublié que l'homme participe à une dimension supra-individuelle. C'est-à-dire, il explique, voilà, il y a des liens entre l'homme et le cosmos qui ont été cassés, qui ont été coupés. Et il connaît bien les mouvements ésotériques, il a même fait partie de la franc-maçonnerie, il a fait partie du mouvement rosicrucien aussi, donc il les connaît bien de l'intérieur. Et il veut entreprendre une œuvre de réforme. C'est-à-dire qu'il pense que dans ces mouvements, on ne fait pas toujours preuve suffisamment de rigueur, et donc il veut entreprendre une réforme placée sous le signe de la tradition pour assainir le monde de l'ésotérisme. Alors, il adopte aussi une vision de l'univers avec des degrés d'existence multiples, hiérarchisés, et il explique que l'homme à l'origine participait au domaine surnaturel grâce à la tradition primordiale. Cette tradition primordiale, avec un grand T, est l'expression du Verbe divin dans notre monde. Donc il aurait existé une tradition primordiale avec laquelle l'homme aurait été en contact aux origines, et c'est ça qui donnait la dignité et la grandeur de l'homme, et que ce contact s'est cassé à un moment donné. Cette tradition primordiale est un ensemble de doctrines, de symboles, de rites qui sont les supports de l'influence spirituelle. Mais comme il explique, au terme d'un processus de décadence
régi par les cycles historiques, les facultés humaines se sont atrophiées. Il est assez sombre hein, sur le diagnostic. Assez sombre sur le diagnostic. Donc, les facultés humaines se sont atrophiées et la connaissance métaphysique s'est transmise de façon de plus en plus voilée. Et en fait, on l'a perdu de vue, on l'a oublié, hein, cette connaissance métaphysique. C'est ce que Henri Corbin va aussi appeler la catastrophe métaphysique de l'Occident. Catastrophe métaphysique de l'Occident, c'est-à-dire voilà, il y a des enseignements métaphysiques qui se sont perdus et qu'il faut essayer de retrouver. Avec malheureusement, comme Guénon dit, des facultés humaines qui se sont atrophiées pour saisir, disons, toute la complexité, la finesse de cette tradition primordiale. Alors, ce qui fait la spécificité de René Guénon, et donc du guénonisme, c'est cette notion de tradition primordiale, mais aussi une critique très dure vis-à-vis de ce qu'il appelle l'âge de fer, ce que les orientaux appellent le Kali Yuga, c'est-à-dire l'âge de Kali, de fer, c'est-à-dire l'âge sombre, l'âge obscur, dans lequel serait entrée l'humanité. Et il va rejeter de manière assez radicale la science et la modernité sous tous ses aspects. Donc là, c'est ce qui fait de l'œuvre de Guénon quelque chose d'assez radical et d'assez nouveau par rapport à la tradition ésotérique, parce qu'en fait, il va montrer un grand désintérêt à l'égard de la nature et d'un certain nombre de traditions propres à l'ésotérisme occidental, au profit de cette notion de tradition primordiale, et surtout, il va énormément critiquer la modernité. C'est-à-dire que là, il est un farouche opposant aux valeurs de la modernité, et y compris à la science. C'est-à-dire, lui, c'est un mouvement qui ne fait pas du tout alliance avec la science de son époque. Donc, c'est une pensée très, très claire, hein, très, très puissante, très laser, hein, laser, mais qui, enfin, en tout cas c'est un peu mon point de vue, qui ampute la tradition ésotérique d'une grande partie de sa richesse, par rapport à justement ce désintérêt pour la nature et pour les sciences de la nature. Et cette critique extrêmement radicale de la modernité fait qu'il est difficile d'avoir une vision d'avenir. Parce que nous sommes, qu'on le veuille ou non, plongés dans la modernité, ou la post-modernité, ou l'ultra-modernité, comme dit Morin. Mais voilà, on ne peut pas non plus être contre un phénomène historique qui existe et qui est mu par la loi des cycles, probablement. Et donc, voilà, c'est un petit peu... disons, un peu délicat. Voilà, vous avez là dans le livre du Point un extrait de Aperçu sur l'initiation. Voilà, sur la tradition, vous voyez. Ce à quoi s'applique le nom de tradition, c'est ce qui est en somme dans son fond même, sinon forcément dans son expression extérieure, resté tel qu'il était à l'origine. Il s'agit donc bien là de quelque chose qui a été transmis, pourrait-on dire, d'un état antérieur de l'humanité à son état présent. En même temps, on peut remarquer que le caractère transcendant de tout ce qui est traditionnel implique aussi une transmission dans un autre sens, partant des principes mêmes pour se communiquer à l'être humain. Et ce sens rejoint d'une certaine façon et complète évidemment le précédent. On pourrait même parler à la fois d'une transmission verticale, du supra-humain à l'humain, et d'une transmission horizontale à travers les états ou les stades successifs de l'humanité. C'est ça qu'il va aussi écrire un livre sur le symbolisme de la croix, avec ses significations des deux axes de la croix, le vertical et l'horizontal. Bon.
Il explique les 3 conditions de l'initiation. Un de ces... Je voulais savoir, c'est à quel moment exactement qu'il écrit ce genre de thèse? Il écrit en 1900, à partir du moment où il est en Égypte, donc entre 1930 et 1950. Enfin, 1935-40 à peu près. Un de ses disciples assez connu est Fridtjof Schuon. Enfin, connu... oui, voilà, pas connu. C'est un guénonien connu des guénoniens. Il est dissident, c'est-à-dire il va aussi s'éloigner de Guénon, qui est l'auteur d'un livre intéressant qui s'appelle « De l'unité transcendante des religions ». De l'unité transcendante des religions. Alors, c'est intéressant parce qu'il explique que si on veut vraiment se comprendre, si les religions veulent vraiment se comprendre les unes les autres, eh bien, elles sont obligées d'aller au-delà de leur forme exotérique, c'est-à-dire des dogmes, des croyances et des rites, pour capter ce qui en fait l'unité transcendante, où là, toutes les religions se retrouvent. C'est-à-dire que si on veut parler d'un véritable œcuménisme, ça ne peut être qu'à un niveau métaphysique, où là on trouve une unité, mais transcendante des religions. Et tant que les religions vont se battre sur le terrain exotérique, eh bien ce seront les guerres. Donc, et si on ne peut parler d'une fraternité spirituelle au-delà des dogmes, ça ne peut se situer qu'à un niveau métaphysique. Donc ésotérique, intérieur. Alors, il faudrait aussi parler de Gurdjieff, d'Ouspensky, de plein de gens, mais ça sera pour une autre fois. Il y avait un très très beau film, mais je ne sais pas s'il existe toujours, Rencontre avec des hommes remarquables. Vous avez peut-être vu, si vous avez l'occasion de le voir dans un cinéma d'art et d'essai, Rencontre avec des hommes remarquables, c'était tout à fait magnifique pour comprendre justement cette vision ésotérique propre à Gurdjieff et Ouspensky. Et la scientologie, alors, ça descend de ça? Ça existe? Alors oui, c'est un courant qui est, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a été fondé. Faire partie de ce que je vais expliquer rapidement là maintenant, qui est toute ce qu'on appelle l'ésotérisme de l'après-guerre, et notamment à partir des années 60, qu'on appelle de manière très, très collective et nébuleuse le New Age, le Nouvel Âge. Par exemple, la scientologie, je ne sais pas, il faudrait voir exactement quand est-ce qu'elle a été créée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la première moitié du XXe siècle a été extrêmement meurtrière, aussi pour les mouvements ésotériques, et beaucoup ont disparu ou ont perdu de leur influence. Et il va falloir attendre les années 60, en Californie, pour voir naître une nouvelle tentative, enfin nouvelle entre guillemets, de réenchantement du monde. Ouais, c'est ce qu'on appelle la vague New Age, Nouvel Âge, puisque cette vague, qui est assez concomitante au mouvement hippie à l'époque, va vouloir unir la psychologie occidentale avec la spiritualité orientale. Il y a beaucoup de liens qui se font entre la spiritualité orientale, hindoue, bouddhiste notamment, et la psychologie, notamment la psychologie analytique, la psychologie des profondeurs de Jung. Et elle cherche à relier l'homme au cosmos et à réenchanter le monde. Alors, ce New Age, c'est une vaste et complexe nébuleuse dans le sens où il y a beaucoup de mouvements qui sont, d'une manière ou d'une autre, héritiers d'un grand nombre de courants ésotériques qui visent à développer le potentiel de l'être humain et surtout qui est lié à l'avènement d'une nouvelle ère
pour ça qu'on appelle New Age, nouvelle ère astrologique, qui est l'ère du Verseau, qui succède dans les cycles des ères astrologiques à l'ère des Poissons. Les Poissons qui ont été, grosso modo, un peu plus de 2000 ans, associés au développement du christianisme, enfin, en Occident. Donc les 2000 ans depuis le début du christianisme. Et cette ère, donc, c'est pour ça que les poissons étaient pris comme symbole des premiers chrétiens dans les catacombes. Et cette ère des poissons vient à se terminer. Et il y a une période de transition, comme entre un cycle et un autre, et c'est l'ère du Verseau qui animerait donc au niveau cosmique les grandes formes mentales, les grandes mentalités de l'humanité pour les 2000 ans à venir. Comme son nom l'indique, le Verseau, c'est celui qui verse l'eau, mais qui n'est pas simplement l'eau, mais l'eau, disons, l'eau spirituelle, l'eau de vie, l'eau de vie... l'eau de vie spirituelle, n'est-ce pas? L'eau de la vie, voilà. Et cette ère du Verseau devrait être donc animée par d'autres archétypes, valeurs et principes que les ères précédentes, et notamment se caractériserait par plus d'amour, de fraternité, de solidarité entre les hommes. Les valeurs d'une ère ne s'incarnent pas du jour au lendemain. Nous sommes aujourd'hui dans une période de transition entre l'ère des Poissons et l'ère du Verseau. C'est-à-dire c'est la queue du poisson, c'est la queue du poisson qui bouge et le début du Verseau qui arrive. On est dans la période de transition, puisqu'il y a 2-3 siècles de transition entre une ère et une autre, et ceci pourrait expliquer pourquoi, c'est vrai, au niveau de l'humanité, nous sommes face à une sorte de désarroi planétaire par rapport à un certain nombre de valeurs qui ont soudé, fondé les civilisations depuis 2000 ans, voire plus, et le germe de nouvelles valeurs, mais qui ne sont pas encore vraiment incarnées. Pour reprendre l'expression d'un astrologue humaniste qui était Dan Roudiard, lui parlait d'hommes et de mouvements, de courants semences. C'est-à-dire qu'il fallait donc des courants, des hommes qui puissent planter de nouvelles graines, semences, pour fonder ce nouveau paradigme. Parce que dans toutes les disciplines, on nous parle de nouveau paradigme, c'est de voir un nouvel ensemble de valeurs, de manières de voir le monde. Et, disons, le New Age s'inscrit un petit peu dans cette perspective. Alors, ceci nous amène à un petit peu la période actuelle. Ce qui est évident avec le New Age, c'est qu'il a profité d'une grande diffusion de masse, ce qui est propre de notre époque. Je vais arrêter parce qu'il est fatigué. Il est fatigué, voilà. Bon. Vous allez entendre comme ça ? Oui. Donc, il se développe à une époque donc, de mass médias très importante. Donc, il va diffuser, bon an, mal an, avec les médias, une certaine pensée ésotérique au-delà d'un petit cercle d'initiés. C'est-à-dire qu'il va y avoir une diffusion de masse, très populaire, de cette... Je dirais pas de cet ésotérisme, de certains éléments de type ésotérique. C'est-à-dire que, par exemple, le divin n'est plus personnel, mais identifié à une sorte d'âme du monde, une énergie cosmique, la fameuse force de la guerre des étoiles. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup des 40 ans de Star Wars. Bon, voilà, dans la guerre des étoiles, vous trouvez cette idée d'une énergie cosmique, d'une énergie planétaire. Et évidemment, il y a toujours ce conflit, ce combat du bien et du mal, qu'on trouvait déjà dans le gnosticisme. Donc, il existe une unité, il y a cette idée d'une unité transcendante des religions,
qui se valent plus ou moins. C'est pour ça que parfois on parle d'un relativisme religieux, puisque toutes les religions exotériques sont mises un peu sur le même pied d'égalité au profit d'une recherche, d'une vision plus ésotérique, donc de trouver l'unité transcendante des religions, comme disait Schwann. Donc il n'y a pas d'adhésion particulière à une religion plutôt qu'à une autre, sachant qu'en tout cas au niveau de leur face exotérique, chacun peut y trouver ce qu'il cherche, mais ce n'est pas là l'essentiel de la spiritualité à venir, celle du Verseau. Il existe aussi des correspondances universelles, des êtres intermédiaires, donc il y a une résurgence de toute l'angélologie, la science des anges, de connaître les anges, et les esprits fondamentaux de la nature. L'essentiel, c'est d'expérimenter le divin en soi. Je vous donne quelques éléments qu'on trouve dans certains de ces courants. Alors, ces courants, c'est vrai qu'ils vont être relayés aussi par toute une littérature qui sort aujourd'hui, donc à grand tirage, des millions de lecteurs. Ça a commencé un peu avec l'alchimiste de Paulo Coelho, vous vous rappelez, dans les années 60. Et après, tous les écrits de Dan Brown et tout ce qu'on ressort aujourd'hui de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, toute cette mouvance dans laquelle on est aujourd'hui, qui est un peu la continuité de ce New Age, étant encore diffusé à encore plus grande échelle que ne l'étaient les cercles New Age de l'époque. Donc, bien entendu, on va retrouver, mais de manière souvent très diffuse, des éléments de la forme de pensée ésotérique. C'est sûr. On surfe, disons, sur ces éléments. Mais le problème est que c'est souvent très simplifié, très caricaturé, très réducteur, par rapport à ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire l'extrême richesse et complexité de la pensée ésotérique. Ça existe encore ? Bien sûr, mais bon, je vais vous donner un exemple méchant, mais si vous voulez connaître la Kabbale, c'est les conférences qu'on a faites et c'est pas suivre Madonna. C'est-à-dire que il y a ce qui explique aussi une immense confusion qui existe aujourd'hui aussi avec l'émergence de ce qu'on appelle les NMR, les nouveaux mouvements religieux, dont fait partie l'église de Scientologie, qui est une église, mais aussi le succès phénoménal aujourd'hui des églises évangéliques, églises évangéliques protestantes, où tous ces mouvements qui se rattachent au vaudou, beaucoup de traditions. Donc, voilà, aujourd'hui, on est dans un contexte de très, très, très grande, je pense, confusion et ignorance. Puisque, comme on l'a vu, des auteurs, des textes qui appartiennent à cette forme de pensée ésotérique, il y en a des centaines et des milliers, mais aujourd'hui, plus personne presque ne les étudie, et ce qu'on voit, c'est des sortes de vulgates pseudo-ésotériques qui peuvent fasciner, mais qui sont vraiment très éloignés, très très éloignés de ce que peut être l'ésotérisme traditionnel. Donc, c'est ce que c'est bon. Est-ce qu'on n'est pas tombé dans un monde de l'imagination ? Alors, on est tombé dans un monde, non, justement, à l'inverse de l'imagination créatrice. C'est ce que, par exemple, des auteurs comme Jung ou Gilbert Durand, vous savez, l'anthropologue, expliquent comme étant, justement, cette catastrophe métaphysique de l'Occident. Parce que Durand reprend cette expression de
de Corbin, de catastrophe métaphysique de l'Occident. Le fait d'avoir expulsé, considéré l'imagination créatrice comme justement la folle du logis, fait que on assiste aujourd'hui à ce qui est souvent appelé le retour de l'irrationnel, mais sous ses formes les plus détournées, camouflées, complètement caricaturales, extrêmes, de ce qui a été refoulé. C'est-à-dire, le retour de l'irrationnel, c'est une expression assez péjorative aussi, pour discréditer un petit peu toutes ces mouvances, dans la mesure où, je pense qu'on a vu que la forme de pensée ésotérique est tout sauf irrationnelle. Simplement, c'est une autre forme de raison et de vision du monde. Donc, ce qu'est le retour aujourd'hui, si retour il y a, c'est une volonté d'exprimer ce qui semble être quand même un des invariants de l'être humain, c'est-à-dire le pôle justement de l'imagination, du langage mythique, du langage symbolique, et pas simplement du langage rationnel, mais dans ce grand bouillonnement de confusion où finalement on peut dire que tout est n'importe quoi. Donc, en accusant aussi parfois les églises d'un certain fanatisme ou dogmatisme, qui est souvent un habillage de volonté politique, mais disons que je crois que ce qui domine aujourd'hui, c'est surtout l'ignorance et la confusion. La nouvelle acropole, où elle se situe là. La nouvelle acropole se situe comme une héritière, une filiation avec la société théosophique de Blavatsky. Puisque la charte de Nouvelle Acropole reprend la charte qui était la charte de la société théosophique, à savoir de former un noyau de fraternité universelle, de développer l'histoire comparée des sciences, des religions et des philosophies, et de mieux connaître le potentiel de l'être humain, dans le but de le développer. Donc là, il y a une filiation directe avec la société théosophique. Alors, moi, ce que je voudrais simplement dire en conclusion, c'est une gageure de faire une conclusion avec tout ça. Bon, c'est déjà, j'espère que je vous ai donné envie de mieux étudier tout ça, de comprendre que l'ésotérisme, et c'est pour ça que je me suis si souvent référée à Antoine Febvre, est une forme de pensée, avec ses critères extrêmement rationnels, quand on l'a vu, et que c'est une forme de pensée omniprésente de l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un phénomène marginal, ça je vous l'ai dit beaucoup de fois, que c'est une forme de pensée qui irrigue, qui traverse tous les courants, toutes les époques. On le trouve dès l'Antiquité, dès l'Antiquité grecque, même avant l'Antiquité. Mais on a commencé avec l'orphisme, le pythagorisme, certains éléments du stoïcisme, les institutions des mystères, et puis cette plaque tournante qu'est le néoplatonisme, qui va influencer tant de religions, et notamment les religions du livre. Au Moyen-Âge, cette forme de pensée ésotérique continue d'irriguer de nombreux domaines du savoir, y compris la théologie. Parce que je parlais à la pause avec certains du cardinal Nicolas de Cuse ou du mystique Maître Écart, qui étaient des hauts dignitaires de l'Église catholique, était cardinal, et qui développaient une forme de pensée ésotérique, puisque Nicolas de Cuse a beaucoup influencé ensuite Giordano Bruno et toute la Renaissance italienne. Donc, au Moyen-Âge, cette forme de pensée continue d'irriguer toutes les branches du savoir. Évidemment, à la Renaissance, il y a un renouveau exceptionnel avec la découverte de ces anciens textes, et puis l'union avec Byzance, la redécouverte de Byzance à travers Gémiste, Platon et tous les fondateurs de l'Académie platonicienne. Et puis, avec le XVIe, on a quand même une certaine rupture, avec le XVIe siècle, où cette forme de pensée ésotérique va apparaître soit, selon les auteurs, comme un contre-courant, c'est-à-dire une réaction
à la vision moderne qui se développe, donc un contre-courant en opposition et en critique. Et c'est pour ça qu'il sera aussi discrédité par la pensée dominante, soit, comme le voit Antoine Fèvre, un courant, pas contre-courant, mais un autre courant absolument nécessaire pour rééquilibrer une sorte de pensée dominante, trop rationnelle, trop mécaniste, ce qu'on appelle la vision mécaniste de la modernité. Et donc, comme un pôle absolument nécessaire, et là, il fait référence à cette idée que l'homme, comme le dit Edgar Morin, il est sapiens et demens, c'est-à-dire qu'il est sage, rationnel, calculateur, logique, c'est l'hémisphère gauche du cerveau, mais qu'il a aussi le côté demens, qui n'est pas simplement le côté de folding, mais qui est le fait d'avoir une autre raison, plus intuitive, plus globale, moins analytique, plus synthétique, où le langage qui apparaît est le langage mythique et symbolique, et pas le langage, disons, simplement de la raison. Donc, deux pôles qu'il s'agit d'harmoniser, puisque l'imagination ne chasse pas la raison. Et si la raison a chassé l'imagination doit faire avec, disons, bon ménage avec la raison. Donc, voilà, c'est ce qui permet de comprendre que, je crois qu'aujourd'hui, la question se pose vraiment, nous avons tout intérêt à connaître cette forme de pensée et aussi à pouvoir canaliser, on disait tout à l'heure, cette imagination créatrice. Que si elle est refoulée, niée ou discréditée, va de toute façon s'exprimer de manière folle, camouflée, refoulée, extrémiste. Et ça va donner le ressentiment. Et ça va donner le fameux ressentiment de Nietzsche, qui est que si on refoule Dionysos, eh bien, il va revenir effectivement sous la forme de tyrannie, de barbarie, de folie non canalisée. Je veux dire, c'est l'intérêt de toutes ces formes de pensée ésotérique, de tous ces courants, de tous ces auteurs, tous ces textes, c'est qu'ils ont eu un rôle essentiel pour canaliser ce pôle essentiel de l'être humain qui a besoin de sens, qui a besoin de mythes, qui a besoin de symboles, qui a besoin d'archétypes, et que si ceci est trop refoulé, discrédité et critiqué, de toute façon, c'est un pôle qui va agir et qui peut nourrir effectivement les plus grands fanatismes, dogmatismes, barbarie. Donc, méfions-nous des éléments hyper rationnels. L'ésotérisme et l'exotérisme sont complémentaires complètement. Ils sont complémentaires. Nous sommes à la fois ésotériques et exotériques. Ils sont complémentaires. C'est les deux faces d'une même monnaie. Comme on le verra en anthropologie, le profane et le sacré sont les deux faces complémentaires d'une même monnaie. On ne peut pas être que dans le profane, on ne peut pas non plus être que dans le sacré. Disons, il y a une dialectique profane-sacré, comme il y a une dialectique exotérisme. Mais deux faces d'une même monnaie. Et si on exclut une des deux faces, ça peut être très dangereux. Très dangereux. Et c'est pour ça que je pense que la forme de pensée ésotérique a vraiment de très beaux jours devant elle. Parce qu'elle dure depuis plus de 3000, 4000 ans, donc il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Sauf déflagration, qu'on saute tous la planète. Mais elle a de beaux jours devant elle, mais à condition de ne pas tomber justement dans la confusion, dans l'amalgame et d'étudier, de combattre l'ignorance. Parce que c'est toujours l'ignorance qui est la mère de la peur, des fantasmes, de tout ce que l'on peut fantasmer, je ne dis pas imaginer, mais fantasmer autour de tout ça.
Voilà, c'était un peu mon but à travers ce cycle, qui était un petit peu rapide, hein, évidemment, mais j'espère vous avoir donné envie d'aller un petit peu plus loin, voilà, dans tout ça.